Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr qui a vraiment beaucoup de courage. Il est venu pour faire cette petite vidéo news avec moi. Salut mon ami Kerr. Beaucoup de personnes regardent Kerr en ce moment et se disent « C'est pas possible, le pauvre, qu'est-ce qu'il a l'air malade ?» Et au final, eh bien non, c'est juste que Kerr, il a eu une bonne journée et ça c'est le Kerr des bonnes journées. Et du coup, on se retrouve pour cette petite vidéo news. On va un peu parler des news les uns après les autres. Quand je dis les uns après les autres, c'est Kerr et moi. Vous n'entendez pas une succession d'autres personnes. On commence tout de suite. Il y a plein de news qui sont tombées. Il y a eu beaucoup d'actualités qui est tombée sur ces dernières semaines. Alors oui, certes, certains ont les yeux rivés sur des conflits en Europe, à juste titre d'ailleurs. Et eh bien, ça a eu des impacts et il y a eu d'autres informations qui sont tombées dans le monde du cinéma. On parle de tout ça. J'ai envie de dire, Kerr, commence. Bah oui, je vais commencer avec le point le plus important de cette vidéo, c'est bien évidemment le point pognon, le fameux box-office de l'année 2022 avec la sortie de The Batman, en ce début de mois de mars. Le Batman qui a déjà accumulé au moment où on enregistre cette vidéo 258 millions de dollars à travers le monde, c'est pas mal. Il a fait aux États-Unis 134 millions de dollars pour son premier week-end. C'est bien pour un film aussi long, aussi sombre. Alors on pourra dire que c'est 2 fois moins que Spider-Man Far From Home, mais c'est le deuxième meilleur démarrage depuis le début de la pandémie aux États-Unis. Donc chapeau à Batou. À travers le monde, c'est solide. Globalement, depuis le début de l'année 2022, le premier film et le plus gros succès est bien évidemment Watergate Bridge, qui est un film chinois avec 480 millions de dollars en Chine. Il n'est sorti que là-bas. Le deuxième, au moment où on enregistre sa vidéo, c'est Uncharted, mais il va vite se faire dégager par The Batman. Uncharted avec Tom Holland, qui est un plutôt succès Oui, c'est un gentil succès avec un peu plus de 100 millions de dollars aux États-Unis, 270 millions de dollars à travers le monde. En France, il marche pas mal, il est pas loin des 2 millions d'entrées. Et The Batman, pour sa première semaine en France, a fait plus d'1 million d'entrées, donc ça c'est cool. Du côté de Scream, c'est un succès mitigé, on va dire, pour Scream, avec 140 millions de dollars à travers le monde. Et puisqu'il y a également des échecs, parlons de l'énorme fail Moonfall de Roland Emmerich qui plafonne à 40 millions de dollars à travers le monde. Alors je vais vous dire combien il a fait aux US. Il a fait 18 millions. Voilà. Donc c'est catastrophique. C'est catastrophique pour le film de Roland Emmerich qui apparemment, d'après des sources sûres, serait vraiment une bouse. Est-ce que tu as entendu parler de Moonfall, la chute de la Lune ? Non, mais comme je suis né au siècle d'avant et qu'on avait eu pas mal de films catastrophes qui étaient tous catastrophiques, ou en tout cas particulièrement pas bons, sauf peut-être le Pic de Dante. On respecte Armageddon. Et donc, puisque tu dis n'importe quoi, j'ai le droit aussi. Et donc du coup c'est vrai que ce genre de film, j'ai toujours tendance à avoir un avis a priori négatif et je me concentre sur d'autres films. Et quand j'ai eu le choix dans ma journée de regarder soit Batman, soit Moonfall, mon choix a été vite fait. Et après le choix s'est présenté une deuxième fois et j'ai eu le choix de choisir entre Uncharted et Moonfall. J'ai choisi Uncharted et on en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc dans le climat actuel, bon, ça nous paraissait un peu bizarre de pas te parler un petit peu de l'impact de ce qui se passe en Ukraine. Alors on est très loin d'être calé et puis il y a plein d'endroits où vous pourrez voir plein de choses beaucoup plus intéressantes de tout ce qu'on pourrait dire sur le sujet. Moi je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube Real Life Lore, qui est une chaîne en anglais. La vidéo est en anglais, mais de tout ce que j'ai pu voir, j'ai regardé beaucoup de choses sur la guerre en Ukraine, sa dernière vidéo sur les raisons d'attaque
est vraiment de loin la vidéo la plus intéressante et la plus complète. Je vous invite vraiment à la regarder. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est du coup quel a été un peu l'impact sur l'industrie. Et en fait, de la même manière que du coup le blocus économique s'est mis en place, eh bien, il y a de nombreuses sociétés qui, à titre individuel, si c'est le bon mot, je ne sais pas si on pourrait dire à titre sociétal, en tout cas à titre individuel, ont toutes décidé de boycotter le marché russe, chacun à sa manière. Donc par exemple, Netflix a arrêté de diffuser en Russie, il y a l'eShop de Nintendo qui a arrêté de vendre, du coup, enfin de fonctionner. Il y a comme ça, donc dans le monde du jeu vidéo, dans le monde, enfin vous allez me dire, dans le monde de tout, puisque il y a même les cartes de débit Visa et Mastercard qui ont arrêté d'être utilisées, enfin de fonctionner. Mais du coup, je voudrais juste attirer un point, puisque c'est quelque chose qui est très régulier dans nos news ciné et séries. En fait, de plus en plus, les sociétés sont soumises à des questions de moralité, ou en tout cas à des questions de débat de société, et elles sont obligées de prendre des partis politiques, enfin de prendre un parti, pas un parti politique, mais de prendre un parti sur des questions politiques en disant, en fait, on condamne tel pays, on condamne telles actions, à essayer de mettre de la morale ou mettre plus de représentativité dans un casting, etc. Et au fond, une société, son seul but, c'est de gagner de l'argent. Mais là, on vit dans un monde où le public est tellement en attente et tellement prêt à tacler à la gorge n'importe qui a un comportement qui n'est pas vu moralement acceptable. Et bien du coup les sociétés, parce que les consommateurs ont ce comportement, les sociétés du coup en viennent à avoir des réponses qui sont du coup assez antinomiques par rapport à leur but, parce que du coup Netflix très concrètement a plus d'intérêt direct à gagner de l'argent à diffuser en Russie, mais pour le marché plus intéressant et important qu'est l'Occident, du coup mieux vaut pour eux qu'ils puissent faire la communication d'arrêter d'émettre. J'ai envie de dire que c'est qu'une longue succession, puisque ça fait déjà quelques années. Il y a une vidéo sur la Chine qui est sur la chaîne, qui est une des vidéos dont je suis le plus fier sur la chaîne, que je vous invite à regarder, qui parlait déjà de choix que les sociétés avaient à faire pour des marchés. Et on voit vraiment que cette guerre en Ukraine, en fait, accélère encore et montre encore plus que dans plein d'industries, et particulièrement dans l'industrie de l'image, comme l'est le cinéma, eh bien, du coup, ce changement de mentalité du public a un impact sur le changement d'une mentalité qu'il s'oblige à avoir des sociétés. Et tu veux réagir sur ça, Kerr, ou tu préfères enchaîner sur ta news d'après ? Je regarde quand même la liste de toutes les sociétés qui ont arrêté en Russie actuellement. Alors après, au moment où sera sortie la vidéo, les choses vont tellement vite que certains éléments auront peut-être changé. Mais c'est vrai qu'au niveau ciné-série, les Russes sont privés d'à peu près tout. Il n'y a plus Warner, il n'y a plus Universal, il n'y a plus Disney, il n'y a plus Netflix, comme tu l'as dit. Même au niveau des jeux vidéo, donc voilà, en effet, ce sont, comme tu l'as dit, des sociétés qui ont pris, qui ont pris le parti de rejoindre ce grand boycott du marché russe. Donc voilà, mais oui, je vous invite à regarder la vidéo que... Comme ils n'ont pas le droit de parler de tout... On a chaudement parlé. Comme ils ont pas de parler de tout à la télé russe, du coup, j'espère que le Kremlin est en train de préparer une très grosse panoplie de contenu pour pas que nos amis russes s'ennuient trop. Mais du coup, voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant de regarder via le prisme de ces censure, en tout cas volonté d'arrêter d'émettre ou de boycotter ou de créer un embargo. Je pense que le terme embargo est plus légitime, et donc d'arrêter des relations commerciales. Et c'est c'est intéressant. Alors je pense pas que Netflix va faire changer la vie de Poutine, sauf s'il était en plein blind watching et que du coup il a très très envie de connaître la fin de Cowboy Bebop. Mais fondamentalement, moi, honnêtement, je trouve ça bien qu'il y ait un effort global. Après, là, quand il y a un sujet qui fait peu débat, c'est intéressant, mais forcément, il y aura des effets pervers à ça
qui se poseront dans l'avenir. Et du coup, bref, très, très intéressé de voir comment tout ça va continuer d'évoluer. Kerr, je te laisse la news d'après. Oui, moi je vais être plus terre à terre et revenir sur une annonce qui m'a étonné sans vraiment m'étonner, c'est la fin des séries Marvel Netflix. Alors vous allez me dire, à la fin, quoi? Il n'y aura pas de nouvelle saison de Daredevil sur Netflix? Alors ça, bien évidemment, ça n'est pas un scoop. Mais ce qui m'a étonné, c'est que... Enfin, étonné, on le savait qu'ils avaient perdu les droits. Mais c'est effectif, les séries Marvel Netflix ont disparu du catalogue de Netflix. Donc il n'y a plus de Daredevil, de Jessica Jones, de Punisher, de Defenders, d'Iron Fist, de Luke Cage, et j'en ai peut-être oublié sur Netflix. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont passer très rapidement sur le catalogue de Disney+. On sait que si... bon, alors c'est plus un spoil. Ces personnages vont revenir dans le MCU, certains y sont déjà revenus. Certains acteurs et actrices ont dit qu'ils avaient refusé des rôles chez Marvel dans l'espoir de retrouver leur rôle qu'ils avaient incarné chez Netflix. C'est notamment le cas de Jessica Henwick, qui a explosé au grand jour dans le film Matrix 4, mais qui était une personne que l'on connaissait déjà bien, si vous aviez vu notamment Iron Fist, une actrice que j'adore, et qui avait refusé un rôle dans Shang-Chi pour reprendre son rôle de Colin Wing dans soit Iron Fist, soit dans une série Daredevil, soit dans une série Defender, soit dans le MCU, sur un autre projet. En tout cas, ça va devenir concret. On peut imaginer que Disney va attaquer ce pan de son histoire dans le MCU avec Daredevil, ce qui serait cohérent. Aucune info concernant le Punisher. C'est un personnage qui va poser problème pour Disney, parce que par exemple Moon Knight, qui est considéré comme l'autre personnage, qui est l'autre personnage aussi violent que Punisher chez Marvel, ne sera même pas R-rated en série avec Oscar Isaac. Donc est-ce qu'ils vont du coup faire un nouveau Punisher, mais beaucoup moins violent avec John Berthold? On ne sait pas. Il faut attendre. Donc voilà pour ces séries Marvel Netflix. Moi je trouve que c'est dommage ces histoires de droits, parce que mine de rien, ces séries étaient loin d'être parfaites, mais elles ont fait partie de l'histoire de Netflix et de son développement. Et je trouve que c'est dommage que quelqu'un qui soit abonné à Netflix n'ait plus accès à ces séries et par exemple ne peut pas regarder l'excellente dernière saison d'Iron Fist. Voilà. Tu veux réagir à ça ou pour toi c'est logique? Enfin, pour moi c'est logique, mais je le vois avec un petit peu d'amertume. Enfin, pas d'amertume, mais bref, tu m'as compris. T'en penses quoi? Et bah du coup, moi je trouve ça assez naturel. Ça montre l'évolution des plateformes. Netflix avait eux-mêmes été bloqués en ayant diffusé House of Cards aux États-Unis. Ils pensaient qu'ils arriveraient plus tard en France. Et en fait, quand ils sont arrivés, les droits de House of Cards étaient toujours chez Canal. Et ce qui était complètement absurde, la série phare pour lancer Netflix était bloquée chez Canal+. Donc il y a eu de ces bizarreries de contrats. Là, on voit un contrat arriver à sa fin, et donc une série produite par Netflix, en tout cas coproduite par Netflix, se retrouve chez Disney+. C'est l'histoire du monde des plateformes. J'enchaîne avec une news qui n'est pas vraiment une news. Certains diront mais qu'est-ce que c'est que ça? Arnaque, qu'est-ce que c'est? Cult & Click change, c'est une honte. Et donc en fait, comme j'avais pas du tout envie de faire une vidéo critique d'Uncharted, et bien du coup une de mes news va être la critique d'Uncharted. C'est la première fois depuis une quinzaine d'années que je sors d'un film au milieu. Donc c'est improbable de faire une vidéo critique dans ces conditions-là. Mais je voulais au moins vous prévenir. Oui, Kerr. Est-ce que c'est parce que tu as eu une gastro au milieu du film? Est-ce que tu es sorti pour des raisons médicales? Alors, et gastriques? Non, presque malheureusement. Parce que sinon, ça voudrait dire que du coup, j'aurais hâte de connaître la suite et je ne me sentirais pas sali par le prix de la place. Non, en fait, le film n'est pas une catastrophe où il n'y avait rien de choquant, où je suis parti en disant « Quoi? Mais ma sens morale !» Non, c'est juste que c'est hyper ennuyant. Mais vraiment, je me suis ennuyé vraiment durement. Les personnages, on s'en fout. Ils sont tous en train de se faire des coups foireux les uns aux autres en permanence, et donc du coup on est attaché à personne. Les personnages
concrètement, comme c'est une adaptation des jeux vidéo Uncharted modifiés, c'est-à-dire que tous les personnages sont censés avoir, j'imagine, une vingtaine d'années de moins, ou une quinzaine, ouais, peut-être une vingtaine d'années de moins. Et en fait, du coup, il y a Mark Wahlberg qui, un coup, en fait, est censé être un peu le vieux voleur qui est en train de se mettre au vert. À un autre moment, c'est lui qui est au pic de l'action. Enfin, en fait, les personnages, on ne sait pas trop quoi en faire. Tom Holland, on a l'impression qu'on ne sait pas s'il joue un jeune adulte ou s'il joue un ado. Enfin, donc les personnages sont vraiment très bizarrement mis. Et le film est une succession. Et là, je pense que tu peux remettre l'image avec les néons, ma chère Daniel. Le film est une succession. Alors, est-ce qu'on peut dire hommage? Est-ce qu'on peut dire plagiat? Est-ce qu'on peut dire pâle copie? Je sais pas. Mais en fait, le film est une succession de scènes qu'on a déjà vues dans d'autres films mieux faits. Là, vous allez me dire, mais ça fait penser à quoi? Ça fait penser en fait à Police Story où Jackie Chan saute sur des néons, les pète tous comme ça sur 10 mètres. La scène est hyper impressionnante. C'est une des cascades les plus impressionnantes de la carrière de Jackie Chan. Et là, en fait, ils sont sur des néons qui font 1m50. Ils en cassent 3. La scène est finie. Donc en fait, c'est très bizarre de mettre quelque chose qui existe dans un autre film parce que, je sais pas, ça leur a plu, ça leur a parlé, je ne sais pas. Et en fait, de mettre une scène qui existe ailleurs, de la mettre en version suédée, quoi, en version moins bien. Donc c'est vraiment très étrange. Le film est clairement, bon, c'est le cas des Uncharted, hein. Les jeux Uncharted sont des hommages, des reprises, comme vous préférez, des films d'Indiana Jones. Et du coup, le film d'Uncharted, il y a une très longue séquence, alors vraiment, elle est insupportablement longue, qui se passe sur des mystères qui sont dans une église, qui est clairement une scène qui est reprise de Indiana Jones et la dernière croisade. Sauf que dans Indiana Jones et la dernière croisade, c'est une cathédrale, les plans sont très jolis, c'est plutôt épique, etc. Là, c'est une petite église toute pourrie. Il se passe des trucs qui sont... Enfin, les pièges, c'est 2 fléchettes qui sont envoyées. Enfin, c'est extrêmement bizarre. On a vraiment l'impression de voir une galerie de films qu'on a déjà vus, mais remontrés en version moins bien. Donc, ça donne un film où il y a vraiment ce côté, genre, on s'ennuie. J'y suis allé un samedi après-midi. Je me suis dit, honnêtement, j'ai d'autres trucs à faire samedi. Enfin, j'ai d'autres trucs à faire. Je préfère passer du temps avec mon fils. Je me suis dit, mais là, mon temps est mal investi et je préfère me barrer. Voilà, donc, très concrètement, ce film, il vaut un peu genre Red Notice sur Netflix, qui s'est pas fait exploser par la critique. Alors, le film est pas terrible, mais c'est un film, quand vous êtes en train de le regarder pendant que vous mangez, ou pendant que vous faites votre ménage, le fameux ménage qu'on est toujours en train de faire devant les mauvaises séries, ou votre passage, ou que sais-je, eh ben, j'ai envie de dire, ou votre compta, mais vraiment, c'est un film qui pourrait passer. Ou de temps en temps, vous levez un œil, il se passe un truc, ok. En plus, les personnages, c'est vraiment un film qui a particulièrement l'air d'avoir été fait pour la télé. Les personnages répètent tous 3 fois la même chose. Et tu te dis, mais c'est vraiment un film qui n'est pas fait pour être regardé. C'est un film que tu peux laisser en fond et tu verras ce qui se passe. La photo est complètement neutre. Enfin, vraiment, il n'y a aucun plan qui est particulièrement joli, etc. Enfin, c'est le même réalisateur que Zombieland. Donc on pourrait dire, des trucs un peu fun. Et c'est aussi le réalisateur de Venom. Je vous laisse imaginer de quel côté ça doit être un peu fun alors. Ce cher que Ruben Fleischer, il s'est mis à tendre. Donc voilà, donc une production Sony de bout en bout. Accessoirement, la première fois que je voyais le logo Sony il est beau, jeu production, voilà, qui accessoirement démarre par God of War, qui sera donc la news par laquelle j'enchaîne. Et du coup, j'espère que c'est pas le des futures productions Sony, parce que Sony sait faire des choses qui sont quand même mieux que ça. Mais voilà, donc Uncharted, je vous le déconseille. C'était la critique rétro intégrée dans les news, mais fondamentalement, voyez ce film quand il sera sur une plateforme dans quelques mois. Kerr, avant que je passe à la news God of War, veux-tu enchaîner par une autre news? Non, vas-y. Eh bien, la news God of War, c'est Deadline qui rapporte qu'il y aurait
un deal qui aurait été fait entre Amazon et PlayStation pour justement amener une série God of War à l'antenne. Alors, Deadline annonce que donc le deal n'est pas public et rien n'a été annoncé, mais par contre, ils sont extrêmement précis dans les personnes qui devraient travailler sur ce projet. On parle du showrunner, donc Mark Fergus et Hawk Oatsby, donc Mark Fergus, pardon, qui était sur The Expanse. On a aussi un des producteurs de La Roue du Temps. Et il y a évidemment des équipes de Sony Pictures qui devraient participer à cette création. Fondamentalement, le dernier jeu vidéo God of War était d'une réalisation incroyable et avec une narration que j'ai trouvée extrêmement réussie et vraiment une histoire entre un père et un fils très réussie. J'espère qu'on aura quelque chose de ce niveau-là. Et voilà. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, mon bon Caire, mais le problème, c'est que j'ai vu Uncharted et que c'est ma news d'avant, quoi. Donc ça me gâche un petit peu le côté Samba de Janeiro sur cette annonce, quoi. Bah, moi, c'est plutôt Samba de Picardie, quoi. Par exemple, God of War, c'est quand même un jeu qui est très cinématographique déjà. Donc l'adapter en série télé, oui, par nécessité, on va dire commerciale, et puis mais au niveau artistique, je ne sais pas. Moi, je préfère quand même, je pense que God of War reste un extraordinaire jeu vidéo. Le dernier, en effet, avec Atreus, est vraiment une expérience exceptionnelle. Le prochain, Ragnarok, est très attendu. Maintenant, cette annonce, moi, quand même, me rassure parce qu'il y a les mecs de The Expanse qui sont dessus. Mais il faut voir avant de juger. Mais je t'avoue que je suis emballé sans plus, quoi. J'attends plus Ragnarok que la série, clairement. Eh ben, t'as bien raison. Tu nous enchaînes avec ta news d'après ? Bah ouais, je vais rester justement du côté de Sony et de PlayStation, puisque je vais vous parler de The Last of Us. Et comme tu l'as dit dans le générique PlayStation qui a été mis en ligne d'ailleurs par Sony pour les productions. Donc on voit en effet God of War, on voit Uncharted, on voit Ratchet & Clank, on voit également le jeu gratuit de la PS5 dont j'ai oublié le Astro. Donc c'est intéressant de le voir parce que du coup, est-ce qu'ils vont pas en faire une série animée, on verra. Et il y a forcément The Last of Us. Et The Last of Us, vous le savez, est actuellement en développement en série télé pour HBO avec au casting Pedro Pascal qui joue Joël et Bella Ramsey qui jouait dans Game of Thrones, c'était la petite Mormon, qui jouera Ellie. Également, reste du casting, on a quand même du lourd puisqu'on a Nick Offerman qui jouait dans Parks and Recreation, qui était un personnage incroyable dans Parks and Recreation, qui est un excellent acteur qui joue également dedans. On a Anna Torv de Fringe et de Mindhunter qui est aussi dans la série. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses d'intéressantes au niveau du casting, au niveau de tous ceux qui travaillent sur The Last of Us. Et il y avait une info, c'était que la série sortait en 2022 et elle a été repoussée à 2023. Pedro Pascal est très 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 demandé et on le verra bientôt dans un film qui s'appelle The Bubble, film donc qui sortira le 1er avril, film Netflix. Où des acteurs et actrices sont enfermés en quarantaine dans un hôtel et essayent de s'éclater, de se changer les idées. J'ai pas vu encore le trailer, mais il y a un très gros casting. Outre Pedro Pascal, on retrouve Karen Gillan, on retrouve Kate McKinnon, Leslie Mann, David Duchovny, Keegan Michael Kay, enfin bref, beaucoup de monde du SNL. Beaucoup d'acteurs qu'on aime bien et le réalisateur c'est Jude Apatow, donc c'est solide. Et puis je vais enchaîner avec une autre news si tu le permets. C'est la news sur The Walking Dead. Figurez-vous que The Walking Dead... Ah oui non, je voulais quand même dire un truc sur HBO. Donc The Last of Us est repoussé, mais cette année est toujours prévue bien évidemment la série Game of Thrones, qui est avec Le Seigneur des Anneaux la série la plus attendue de l'année. Et actuellement sur...
HBO, vous avez l'opportunité de voir une série qui m'intrigue énormément et qui doit intriguer aussi énormément, qui s'appelle Winning Time, qui est donc avec un casting assez intéressant aussi. Notamment John C. Reilly, une série qui est sur les Lakers, donc l'équipe, la franchise de Los Angeles en NBA. Les Lakers, avec l'arrivée de Magic Johnson en rookie. Donc rookie, pour ceux qui ne connaissent pas la NBA, c'est un joueur qui débute sa carrière en basket professionnel en NBA. Et dans cette série, on retrouve des légendes de la NBA, comme Karim Abdul-Jabbar, comme Jerry West, comme Magic justement, comme Larry Bird, Michael Cooper, etc. etc. Et tous ces basketteurs sont incarnés par des acteurs. D'ailleurs, c'est Jason Clarke, par exemple, qui joue Jerry West. Jerry West, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui aurait officieusement... Enfin, c'est pas la NBA ne l'a jamais reconnu, mais c'est lui qui est en fait l'effigie du logo de la NBA. Donc une série qui a l'air vraiment vraiment cool et complètement barrée. Il y a une autre série qui fait beaucoup parler et qui est sur HBO et qui a déjà une saison 2 de commander, c'est The Gilded Age avec Carrie Coon et notamment Christine Baranski. Si je dis pas de bêtises, énorme casting aussi, une actrice de Sex in the City. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est la nouvelle série du créateur de Downton Abbey. Donc il y a du lourd sur HBO actuellement. Et il y a The Walking Dead, mais j'en parlerai après une de tes news. À toi mon cher Greg. On a vraiment l'impression que t'es payé par HBO Max. Je dis ça, je dis rien. Bah non, même pas. C'est juste même bizarre pas, qu'ils aient rémunéré Care alors que c'est même pas diffusé en France. Du coup, une communication... Ah si, c'est sur OCS. Aucune communication étonnante. Du coup, puisque tu parles de HBO, eh bien, je vais parler de HBO. Je vais faire une petite news pour le sourire et puis après j'enchaîne avec des trucs plus intéressants. Donc, eh bien, puisqu'il y a de nombreux spin-offs sur Game of Thrones en préparation, les questions se posaient sur est-ce que oui ou non Weiss et Benioff, donc ceux qui ont géré les showrunners donc de Game of Thrones, allaient s'occuper de un de ces spin-offs. Et Weiss, D.B. Weiss a annoncé que, non, officiellement, il ne travaillerait pas sur des spin-offs. Et il y a eu partout sur la planète des petits murmures de soulagement. Mais voilà, petite info pour le plaisir. Et du coup, tout de suite, j'enchaîne avec une news qui est beaucoup plus... En tout cas, deux news qui sont plus intéressantes. La première va peut-être vous surprendre. La première news, c'est tout simplement que, on a enfin une date pour la diffusion du film d'animation Warner, La Guerre des Rohirrim. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre des Rohirrim ? Eh bien, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, si vous en souvenez, il y a un moment où le roi du Rohan parle à Aragorn et mentionne qu'il y a où était le Gondor quand il y a eu quand le Rohan est tombé. Eh bien, nous allons voir ça en film d'animation. Je n'avais pas du tout vu passer les news qu'il avait annoncées. Le film a été annoncé depuis longtemps, mais on sait maintenant que c'est le 12 avril 2024 que ça sort aux États-Unis. Le réalisateur, c'est Kenji Kamiyama, qui avait notamment fait Ultraman et un Ghost in the Shell. Donc, j'ai envie de dire, pour un film d'animation, ça peut envoyer du lourd. La deuxième info sur Le Seigneur des Anneaux, si vous n'avez pas tout suivi, on n'a pas couvert le trailer et il y a plein de choses intéressantes qui sont sorties sur Le Seigneur des Anneaux, mais il y a eu une FAQ des showrunners qui est sortie la semaine dernière. Pour vous résumer un peu les éléments les plus intéressants, c'est qu'en fait, ils ont expliqué pour la première fois, c'était quelque chose que personne ne savait, qui était la teneur du deal entre Amazon et la fondation Tolkien. À quoi ils avaient accès ? Parce que là, ils traitent donc de ce qu'il y a avant la communauté de l'anneau, etc., et les films qu'on connaît, avant le Hobbit. Est-ce qu'ils ont accès à ces œuvres ? La réponse est non. Ils n'ont pas accès au Silmarillion, ils n'ont pas accès du coup je ne sais même pas comment dire en français, les Unfinished Tales. Et donc tous les autres livres qui ne sont pas donc la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ils n'ont
pas accès. Ils ont accès aux appendices donc des 4 livres que je viens de citer. Ils ont accès à toutes les histoires qui sont mentionnées dans les aventures du Seigneur des Anneaux, mais rien d'autre. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Comment ça se passe quand il traite, par exemple, de Galadriel à un moment où où l'histoire de Galadriel est évoquée dans le Silmarillion? Qu'est-ce qui s'y passe? Du coup, est-ce que ça va être une réalité parallèle? C'est extrêmement étrange. Donc, ce qui explique pourquoi est-ce que les trailers montraient des personnages qui n'avaient pas l'air de coller avec la réalité des autres œuvres de Tolkien. Et ils ont expliqué que sur des points très spécifiques, ils avaient le droit de demander un accord spécial à la Fondation Tolkien. Je ne comprends pas. Et ils ont dit qu'ils avaient travaillé de manière très proche pendant l'écriture du scénario avec plusieurs spécialistes internationaux de l'œuvre et du lore de Tolkien. Je suis un peu perplexe. Je pense qu'il faudra vraiment le voir comme une œuvre à part, qui n'est absolument pas canon, qui est juste une œuvre pour se faire plaisir dans l'univers de Tolkien et rien de plus. Je suis vraiment perplexe sur ces choix. Écoutez, on verra ce que c'est, mais définitivement, voilà, il faudra se dire que c'est le Seigneur des Anneaux vu par quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, c'est, je sais, enfin bref. On verra si c'est bien et si c'est une œuvre qui est intéressante, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important et peut-être que ce sera intéressant juste d'avoir un univers proche du Seigneur des Anneaux. Mais je sais pas, toi ça te tente, Ker, ou pas? Bah, la série, oui, je l'attends énormément. Le premier teaser qui a été diffusé au moment du Super Bowl, je l'ai trouvé plutôt propre, sans un peu lisse quand même, je trouve. On verra ce que ça va donner. Et le film animé sur les Rohirrim, oui, je l'attends beaucoup. On aime tous les Rohirrim et leur charge légendaire lors du gouffre de Helm. Donc ce qui s'est passé avant dans le film animé forcément nous intéressera. Puis c'est le Seigneur des Anneaux, voilà. Donc oui, je suis emballé. Merci, et du coup, eh bien, j'ai envie de te dire, enchaîne par ta prochaine news. Eh ben, je vais vous parler justement de The Walking Dead, comme j'ai dit précédemment, puisque The Walking Dead a annoncé un 5e spin-off. Vous allez dire quoi? Il y en a déjà 5, mais j'en suis encore à la première saison de Fear the Walking Dead, qui était le premier. Eh ben, franchement, on va pas vous en vouloir. Eh ben, AMC, alors vous savez qu'il y a déjà donc World Beyond, il y a Fear, il y a un spin-off sur la fin qui a déjà été annoncé sur Daryl et Carol, ce qui veut donc dire que Daryl et Carol survivent à la série. Et ben là, ils ont fait vraiment fort, puisqu'ils ont annoncé donc un spin-off sur Negan et Maggie avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan. Accessoirement, mon cher Greg, puisque tu en as souvent parlé sur la chaîne, sachez que Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan ont été mariés. Alors vous allez me dire, quoi? Maggie et Negan mariés ensemble dans la vraie vie? Non, ça n'était pas ensemble. Ça n'était pas dans la vraie vie. C'était dans Batman versus Superman, puisqu'ils jouaient les parents de Bruce Wayne. Donc voilà. Et là, en fait, il y a une série sur Maggie et Negan, une série très courte, de 6 épisodes qui sera diffusée en 2023, avec en producteur exécutif Scott Gimple. Et c'est le moment où j'ai envie de reconnaître quelque chose. J'ai décroché à The Walking Dead. C'est la première fois, là on est dans la diffusion de la dernière saison, saison 11, et c'est la première fois que je décroche. Toi, mon cher Greg, tu as décroché avant, pour des raisons que je comprends tout à fait. Et là, j'ai décroché aussi, figure-toi. J'ai pas repris à la saison 11. Et il y a un truc qui m'a quand même un peu cassé les pattes. C'était les fameux épisodes qui ont été ajoutés à la saison 10 pour qu'elle soit un peu plus longue et que le public patiente, puisque la série a été repoussée d'1 an. Enfin, la saison 11 a été repoussée d'1 an à cause du Covid. Ces épisodes, globalement, étaient pour la plupart mauvais, à l'exception de celui sur Negan qui était très réussi. Et ça m'a pas chauffé, tu vois. On a repris le début de la saison 11 et puis pouf, on s'est arrêté. Alors que avant, quand même dans les moments, on va dire, les moins excitants de The Walking Dead,
Alors quand on faisait les vidéos, c'était particulier parce qu'on regardait aussi pour les vidéos, mais même quand on ne faisait plus les vidéos sur The Walking Dead, moi j'avais toujours ce rituel de regarder le lendemain. Bah là, tu vois, ça a disparu. Voilà pour The Walking Dead. Ceci dit, je vais la finir, hein, la série, et je vais probablement regarder cette série Negan Maggie, même si je dois reconnaître que je trouve que c'est hyper malsain ce qu'il développe sur la relation entre les deux personnages. Là, de ce que j'en ai vu pour l'instant, sur le début de la saison 11. Voilà. Je pense que vous comprenez pourquoi. Même toi, hein, mon cher Greg, hein, puisque je parle de quelque chose qui s'est passé bien avant. Qu'en dis-tu ? Bah moi ça me donne pas du tout envie. Du coup je vais enchaîner avec ma news d'après. Ah bah je suis clair, ça me tente pas du tout. Et bah écoute, moi ma news d'après, c'est une news qui est vraiment un séisme dans le monde des animes. Et pour le coup je pense que séisme c'est le terme. C'est tout simplement, donc pour ceux qui connaissent pas trop le monde des animes, il y a évidemment des animes sur Netflix, il y en a quelques-uns sur Amazon Prime, mais en France, les animes se regardent légalement, surtout sur Crunchyroll, ADN et Wakanim. ADN et Crunchyroll appartiennent, alors une partie d'ADN appartient aux mêmes personnes à qui appartient Crunchyroll, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Fun Animation, qui possède Wakanim, a fusionné avec Crunchyroll. Et donc Crunchyroll maintenant va récupérer l'intégralité du catalogue de Wakanim. Ce qui veut dire que fondamentalement, il va y avoir extrêmement peu d'animes qui ne seront pas dans le catalogue de Crunchyroll. Si vous êtes abonné Wakanim, vous aurez, je crois, 60 jours offerts de Crunchyroll. Et si vous êtes abonné aux deux, je ne sais pas comment ça se passe. Par exemple, moi, je suis abonné aux deux, je ne sais pas ce qui se passe. Ils vont sans doute faire d'autres annonces rapidement, mais pour l'instant, j'ai rien vu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le catalogue de Crunchyroll est très largement plus massif que ne l'est celui de Netflix ou celui de Amazon, même si on met les deux l'un par rapport à l'autre. Donc, vraiment, Crunchyroll est... Enfin, je peux pas dire mieux, c'est un séisme. Il y a une offre légale majeure maintenant dans le monde des animes en France, et c'est Crunchyroll. Donc voilà, pour la petite anecdote, Crunchyroll appartient à plusieurs boîtes, mais qui appartiennent toutes en majorité à Sony. Donc si Sony se mettait à avoir sa propre plateforme qui était les films Sony plus l'animation via Crunchyroll, eh bien ils arriveraient directement avec une plateforme extrêmement vénère en termes de quantité de contenu. Alors certes, c'est pas aussi mainstream que les Netflix, mais clairement, moi j'ai un abonnement chez eux. Alors j'avais un abonnement chez Wakanim et chez eux, et du coup, il y a de moins en moins pour les fans d'anime, de moins en moins de raisons de ne pas les prendre. Donc incroyable. Enfin vraiment un changement total du paysage des plateformes. Est-ce qu'un jour, il y aura la même chose dans les autres plateformes ? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de plateformes pour le petit micro-marché que représentent les animes ? Peut-être. Est-ce que du coup, il ne va pas se passer la même chose dans le monde du cinéma avec les plateformes HBO Max, Disney ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des bundles aux diffusions dans les années prochaines ? J'ai envie de dire peut-être. En tout cas, c'est très intéressant de voir ça. Et en tant que consommateur, ça va nous faire économiser au moins un des abonnements, de tous ces abonnements qu'on a tous les mois maintenant. Qu'en dis-tu, mon cher Kerr ? C'est pas mal qui regroupe tout, et puis c'est vrai que je pense que, on en parlera probablement dans une autre vidéo sur la fameuse guerre des plateformes, mais à terme, c'est ce qui risque aussi d'arriver sur des plateformes séries ciné, puisque là, il y en a clairement trop, et c'est aussi le cas dans les jeux vidéo, donc là, dans les animes, oui, il y a une certaine cohérence. Moi, j'aimerais te parler d'un truc qui m'a agacé, un élément, on va dire, de presse et de langage sur les réseaux sociaux qui m'agace un petit peu en ce moment. C'est le faux suspense autour de suites de saison 2, de productions diverses et variées. Alors je pense d'abord à The Batman, où actuellement on a pléthore d'articles où c'est marqué « Y aura-t-il une suite à The Batman ?» alors qu'on sait tous que Matt Reeves a signé pour une trilogie
et que voilà, il y avait quand même très peu de chances que la Warner dise pop pop pop, on arrête à la fin du premier. Et alors l'autre truc, c'est la série Viking Valhalla de Netflix, qui est pareil un énorme carton, et il y a pléthore d'articles. Va-t-il y avoir une saison 2 de Viking Valhalla? Oui, il va y en avoir une. Cessez de nous faire ces articles sans intérêt et ces tweets sans intérêt. Et du coup, ça me permet de parler de Viking Valhalla que j'ai pu voir. Mon cher Greg, comme tu as parlé d'Uncharted, je vais parler de Viking Valhalla, puisque pour la première fois depuis 15 ans, en regardant une série, je suis sorti, figure-toi, de la pièce où je regardais la série. Donc je me suis retrouvé, parce que c'était la nuit, en caleçon au milieu du jardin. Parce que je m'ennuyais. Non, non, je rigole. J'ai adoré Viking Valhalla, la saison 1 de ce spin-off de Viking qui se passe un siècle après Viking. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu Viking pour regarder cette série d'ailleurs, c'est un élément important. Au début, j'étais un peu mitigé parce que c'est les lieux qu'on connaît, ça ressemble à du Viking, mais c'est un petit peu aseptisé par Netflix au début. C'est un peu trop propre, un peu trop lisse. Et puis, en fait, très vite, alors ça bloque, on va dire, pendant 15-20 minutes, peut-être une grosse demi-heure. Mais ensuite, on retrouve vraiment l'univers viking. Et surtout, il y a une intrigue qui nous prend et qui nous emmène jusqu'au bout. Alors, j'ai trouvé que la fin était peut-être un peu trop facile, pas aussi intéressante qu'elle aurait pu l'être. Mais cette première saison de Viking Valhalla, ça reste globalement du lourd. C'est vraiment intéressant et ça fait plaisir de retrouver Viking et Viking choyé comme ça, avec quand même un élément qui, bon, moi, me gêne un peu, c'est que le créateur de Viking, Michael Hirst, qui avait également été le créateur des Tudors, n'est là sur la série que producteur exécutif. Donc, il a passé le flambeau. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne saurais dire. Mais en tout cas, pour l'instant, sur cette saison 1, c'est vraiment bien. Et puisque tu avais parlé d'Uncharted et du fait que tu avais quitté la salle, figure-toi que moi aussi, ça m'est arrivé qu'une seule fois. C'était à l'occasion du film Angry Birds que j'étais allé voir au cinéma. Et à la moitié du film, j'étais désespéré et je me suis juste dit, en fait, j'ai faim et je suis allé manger. Et j'ai lâché Angry Birds et je n'ai jamais vu la fin de ce film. Peut-être verras-tu un jour, toi, la fin d'Uncharted. J'aurais bien du ménage à faire d'ici un an, hein. J'ai envie de dire, le film a un usage. Et par contre, si s'il y avait une chose à retenir de la news de Kerr, eh bien, c'est que monsieur a un jardin. Voilà, vous savez, les confinements, tous ces trucs. Kerr, il sait pas ce que c'est que cette détresse. Il a des terres et des terres et il se balade comme ça avec son caleçon tout seul parce qu'il peut. Parce que dans ces terres, c'est lui qui édite les lois et il a dit j'ai le droit. Donc il fait qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Si vous vous demandez la Picardie c'est où, ça c'est une question intéressante. Mais je vais vous en poser une deuxième que je trouve plus intéressante. La Picardie, c'est à qui? Du coup, on enchaîne avec la Samba des Picardies. C'est pareil, c'est quelqu'un qui l'a inventé, vous savez qui c'est. Du coup, je vais terminer par un truc. Je sais pas quoi en penser, donc je vous le mets sur la table et puis vous faites ce que vous voulez avec. Le prochain, allez, on aurait vraiment pu, franchement sur cette news-là, on aurait pu faire une miniature de vidéo hyper putaclic. Je dis ça, j'espère qu'on l'a pas fait. C'est Kerr qui va préparer la miniature. Donc, c'est le prochain Batman n'est pas Robert Pattinson, c'est Keanu Reeves. Oui. Et là, les gens vont dire quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce putaclic? C'est une information qui est vraie. Le prochain film avec Batman sera interprété par Keanu Reeves. Et oui, parce qu'en fait, la prochaine fois que Batman va être au cinéma, c'est dans Crypto. Je vais le mettre en titre de vidéo. Putain. Et ça va être dans Crypto et les super-héros. Alors là, Daniel, je te laisse mettre une image. Et en fait, c'est un film d'animation qui se veut humoristique sur Crypto, donc le chien de Superman, qui va rencontrer des super-héros. Et dedans, Batman est joué par Keanu Reeves. Il y a déjà des extraits, des bandes annonces qui viennent d'être diffusés où on peut voir Keanu Reeves faire la grosse voix de Batman. Voilà, pourquoi je vous dis je sais pas quoi en penser, c'est parce qu'en fait on a un peu l'impression que ça va être ça pourrait être mignon, sympa, etc. et un xème film qui est une espèce de... c'est pas le bon.
Daniel, c'est pas le bon. Parce que je te vois préparer l'image. C'est celle-là. C'est l'image de droite avec Batman. C'est la bonne. Et donc du coup, ça pourrait être un film mignon, marrant, etc. Ça, j'en ai aucune idée. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça me titille quelque chose. Je sens que j'ai une glande quelque part, je ne sais pas où dans mon corps, qui n'aime pas devoir sécréter quelque chose où il y a Batman dans une comédie. Ça... C'est mon équilibre biochimique n'est pas content. Lego Batman, c'est marrant. C'est marrant, mais Batman et l'humour, moi, ça me... Il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, le foie gras, couscous, c'est deux trucs sympas. Pattinson est très drôle dans The Batman. Tu les mixes, je sais pas. Tu vois, vraiment, tu prends un couscous royal, c'est super. Tu fais un foie gras, c'est super. Les deux en même temps, je suis vraiment dans le doute. Donc voilà. Mais enfin bref. Donc pas mal de choses à tester. Hein. La palourde à l'entrecôte. Oui. Ouais. Mais ça y est, je voulais juste te dire que j'avais trouvé pour le titre de la vidéo. C'est John Wick dans le prochain Batman. Non, vraiment Enfin bon, bref, on va pas débattre de qu'est-ce qui serait le pire titre sur YouTube. Donc voilà, ma dernière news. Mais t'es pas emballé, je voulais terminer mon cher en beauté. parce que t'es pas emballé parce que dans ce film, tu sais très bien que la VF, ça sera pas Keanu Reeves et tu vas aller le voir en VF parce que voilà. Et tu sais très bien qu'il va être doublé par Thibaut InShape, par Benjamin Castaldi ou Emma Kekup. Et je sais même pas si ça se dit comme ça. Bref, alors qu'aux US, ils auront eu Keanu Reeves, tu vois. Sur ce, on clôture Cult & Click par cette vidéo de presque qualité, voire peut-être de pas vraiment de qualité. Mais ça nous a fait plaisir de la faire et j'espère que ça vous aura fait plaisir de la regarder pendant que vous faites votre ménage. Eh oui, parce que quand quelque chose est presque qualité, il faut optimiser son temps, j'ai envie de dire. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Mais avant tout, on dit merci aux tipeurs parce que tiper une chaîne comme la nôtre pour qu'il y ait des vidéos comme celle-là, c'est vraiment c'est quelque chose qui est un geste du cœur qu'il y a peu de mots pour décrire. Et bon là je me moque un peu, mais fondamentalement c'est grâce à vous qu'on fait la séance de ce soir. Donc merci aux tipeurs et merci à tous les gens qui partagent la vidéo, mettent des likes et commentent un petit peu pour le référencement. Des bisous, ciao ciao.